Après que le vieux 45 Dave Hillman eut refusé de tirer, il y eut un moment où le silence paralysa la cuisine de Bobby, un silence tant mental que physique. Les grands yeux bleus de garde étaient rivés sur les yeux verts de Bobby. Tu as essayé, commença Bobby, et son cerveau produisit un long écho. Essayez de, essayez de, essayez de, dans la tête de Gardener. Ce moment sembla s'éterniser, et quand il cessa, il cassa comme du verre. Bobby, dans sa surprise, avait laissé pendre le long de sa chaise le pistolet à photon. Elle le releva. Gardener n'aurait pas d'autre occasion. Dans son agitation, elle ouvrit totalement son esprit à Gardener, et il sentit combien elle était bouleversée de découvrir la chance qu'elle lui avait donnée. Elle n'avait pas l'intention de lui en fournir une seconde. Il ne pouvait rien faire avec sa main droite, elle était sous la table. Avant que Bobby ait eu le temps de pointer le canon du pistolet à photon sur lui, il posa sa main gauche sur le rebord de la table, et sans calcul, la poussa aussi fort qu'il le put. Les pieds grincèrent sur le sol, et le plateau vint frapper la poitrine boursouflée et difforme de Bobby. Au même moment, un rayon de brillante lumière verte jaillit du canon du pistolet en plastique relié au gros radiocassette de Hank Buck. Au lieu d'atteindre la poitrine de garde, il fut dévié vers le haut et passa au-dessus de son épaule, à plus de 30 centimètres en fait, mais garde ne sentit pas moins sa peau désagréablement chatouillée par des molécules qui dansaient sous sa chemise comme des gouttes d'eau sur une plaque brûlante. Garde esquiva sur la droite et se pencha pour éviter ce rayon qui avait l'air d'une simple lumière. Ses côtes allèrent donner contre la table, lourdement, et la table poussa de nouveau Bobby, plus fort cette fois. La chaise de Bobby se balança sur ses pieds arrière, hésita, puis s'écroula au sol, et Bobby avec elle. Le rayon de lumière verte fila vers le haut, et Gardener pensa un instant aux types qui, sur les pistes d'atterrissage des aéroports, font des signaux à l'aide de lampes torches pour guider les avions jusqu'à leur parking. Il entendit un bruit, à la fois sourd et cassant, comme si on brisait du bois sur sa tête, et il leva les yeux. Le pistolet à photon avait fendu le plafond de la cuisine. Gardener se releva en titubant. C'est à peine croyable, mais il bâilla à nouveau, faisant craquer ses mâchoires. Sa tête résonnait des cris d'alarme, à quoi se réduisaient les pensées de Bobby. Il a une arme. Il a essayé de me tirer dessus. Le salaud. Le salaud a une arme. Et il essaya de se fermer à eux avant de devenir fou. Mais il n'y parvint pas. Bobby hurlait dans sa tête, et alors même qu'elle était clouée au sol entre sa chaise renversée et la table, elle essayait de diriger sur lui le rayon du pistolet. Gardener leva un pied et poussa de nouveau la table en grimaçant. Elle se renversa, entraînant avec fracas bière, comprimés et radiocassette. Presque tout tomba sur Bobby. La bière éclaboussa son visage et s'écoula en sifflant et en moussant sur sa nouvelle peau améliorée. La radio lui frappa le cou, puis tomba sur le sol et atterrit dans une petite mare de bière. Clac, saloperie, lui ordonna Gardener. Explose, autodétruis-toi, explose, bordel. Mais la radio fit mieux. Elle sembla gonfler, puis, avec un bruit de tissu élimé qui se déchire le long d'une couture, elle éclata dans toutes les directions, crachant comme des éclairs des traînées de feu vert. Bobby cria. Ce que Garde entendit avec ses oreilles était terrible, mais le son qui emplit sa tête fut infiniment pire. Il cria avec elle, sans s'entendre. La chemise de Bobby brûlait. Il s'approcha d'elle, sans penser à ce qu'il allait faire, et toujours sans réfléchir, il laissa tomber le 45. Cette fois, le coup partit, envoyant une balle dans le mollet de Jim Gardener, qu'elle déchira. La douleur traversa son esprit comme un vent chaud. Il cria de nouveau, en faisant un pas titubant, la tête résonnant des horribles cris mentaux de Bobby. Ça n'allait pas tarder à le rendre fou. Cette pensée lui apporta un certain soulagement. S'il devenait enfin fou, plus rien de cette merde n'aurait d'importance. Puis, pendant une seconde, Garde vit ça Bobby pour la dernière fois. Il se dit que peut-être Bobby essayait de sourire. Mais les cris reprirent. Elle criait et tentait d'étouffer les flammes qui transformaient son torse en suif, et ses cris étaient trop puissants, bien trop puissants, trop forts, bien trop forts. C'était insupportable. Pour eux deux, se dit Garde. Il se baissa, trouva le revolver par terre et le ramassa. Il lui fallut ses 2 pouces pour l'armer. Il ressentait une douleur terrible dans la jambe, et il en était conscient, mais pour le moment, cette douleur était perdue, enfouie dans les cris d'agonie de Bobby. Il pointa le revolver de Hillman sur la tête de Bobby. « Allez, tire, foutu engin. Je t'en supplie, tu as encore des balles. » Mais si ça marchait et qu'il ratait son coup, il ne restait peut-être plus qu'une balle. Sa putain de main n'arrêtait pas de trembler. Garde tomba à genoux, comme un homme soudain assailli par un violent besoin de prier.
Il rampa jusqu'à Bobby, qui brûlait en criant et se tordant au sol. Il la sentait, il voyait des éclats du plastique de la radio qui s'enfonçaient en bouillonnant dans sa chair. Il faillit perdre l'équilibre et tomber sur elle. Alors, il pointa le 45 contre son cou et pressa la détente. Encore un clic. Bobby criait, criait toujours, criait dans la tête de Gardener. Il essaya de nouveau de relever le chien, faillit réussir, le laissa glisser. Clic. Seigneur, je vous en supplie, laissez-moi être son ami une dernière fois. Il réussit à relever complètement le chien. Il pressa de nouveau la détente. Le coup partit. Le cri dans sa tête ne fut plus qu'un bourdonnement. Il savait qu'il entendait le son d'un esprit que la mort déconnecte. Il leva la tête. Un large rayon de soleil tombait sur son visage depuis le toit crevé, le divisant en deux, et Gardener cria. Et soudain, le bourdonnement cessa, le silence s'installa. Bobby Anderson, ou ce qu'elle était devenue, était morte, comme la pile de corps semblable à des feuilles d'automne dans la salle de pilotage du vaisseau, aussi morte que les galériens qui avaient fait se mouvoir le vaisseau. Elle était morte, et Gardener aurait bien voulu mourir aussi à cet instant, mais il n'avait pas fini, pas encore. Kyle Archambault buvait un Pepsi-Cola chez Coudeur quand les cris commencèrent dans sa tête. La bouteille lui échappa et s'écrasa sur le sol. Il porta ses mains tremblantes à ses tempes. Dave Rutledge, qui somnolait devant le magasin, dans un fauteuil qu'il avait recané lui-même, était renversé en arrière contre le mur et rêvait d'étranges rêves aux couleurs inconnues. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup, et il se redressa comme si on l'avait touché avec un fil électrifié, les tendons de son cou décharné saillant le long de sa gorge. Sa chaise glissa, et quand sa tête heurta le mur de bois du magasin, son cou se brisa comme du verre. Il était mort avant de s'affaisser sur l'asphalte. Hazel MacCready se faisait du thé. Quand les cris commencèrent, ses mains sursautèrent. Celle qui tenait la théière renversa de l'eau bouillante sur le dos de celle qui tenait la tasse et la brûla. Elle lança la théière à travers la pièce, hurlant de douleur et de peur. Ashley Ruval, qui passait à bicyclette devant l'hôtel de ville, tomba sur la chaussée et y resta, sonné. Dick Allison et Newt Beringer jouaient aux cartes chez Newt, ce qui était complètement idiot puisque chacun savait ce que l'autre avait en main. Mais Newt ne possédait pas d'autre jeu, et en plus il ne faisait que passer le temps, attendant que le téléphone sonne, attendant que Bobby leur dise que l'ivrogne était mort et que la phase suivante du travail pouvait commencer. Newt servait. Il lâcha le jeu, éparpillant les cartes sur la table et le plancher. Dick bondit sur ses pieds, les yeux fous, les cheveux hérissés sur sa tête, et fonça vers la porte. Mais il la rata de près d'1 mètre et s'effondra par terre après avoir heurté le mur. Le docteur Warwick était dans son bureau en train de relire son journal intime. Le cri lui fit l'effet d'un mur de parpaing lancé sur des rails à pleine vitesse. Son corps projeta des quantités mortelles d'adrénaline dans son cœur qui éclata comme un vieux pneu. Ad McKean se rendait chez Newt dans son pick-up. Il sortit de la route et enfonça la cahute à hot-dog abandonnée de Pooch Bailey. Son visage heurta le volant. Il fut momentanément sonné, mais rien de plus grave. Il roulait lentement. Il regarda autour de lui, stupéfait et terrifié. Wendy Fanin remontait de la cave avec 2 pots de conserve de pêche. Depuis le début de son évolution, elle ne mangeait pas grand-chose d'autre. Au cours des 4 dernières semaines, elle avait mangé plus de 90 bocaux de conserve de pêche à elle toute seule. Elle cria et lança les 2 bocaux en l'air comme un jongleur saisi d'un spasme. Ils tombèrent, heurtèrent l'escalier et éclatèrent. Des moitiés de pêche et du jus poisseux coulèrent de marche en marche. « Bobby !» se dit son cerveau engourdi. « Bobby Anderson est en train de brûler !» Nancy Voss regardait par la fenêtre arrière de la poste et pensait à Joe. Il lui manquait beaucoup. Elle se disait que l'évolution finirait par effacer cette nostalgie, qui semblait d'ailleurs chaque jour plus lointaine. Mais bien que cela lui fît mal de regretter Joe, elle ne voulait pas que cela cesse. C'était idiot, mais c'était ainsi. Les cris se déclenchèrent dans sa tête, et elle fit un bond en avant si soudain qu'elle cassa 3 des vitres avec son front. Les cris de Bobby recouvrirent Haven comme une sirène d'alerte aérienne. Tout s'arrêta, et puis les habitants améliorés de Haven affluèrent dans les rues du village. Ils arborèrent tous la même expression de surprise, de douleur et d'horreur au début, puis de colère. Ils savaient ce qui avait déclenché ces cris d'agonie. Tant qu'ils durèrent, aucune voix mentale ne put se faire entendre, et ils ne purent rien faire d'autre que les écouter. Puis vint le bourdonnement annonciateur de la mort, et un silence si total que ce ne pouvait être que la mort même.
Quelques instants plus tard, leur parvint la faible pulsation de l'esprit de Dick Allison. Elle tremblait d'émotion, mais l'ordre qu'elle émettait fut suffisamment clair. « À sa ferme, tout le monde! Arrêtez-le avant qu'il puisse faire quoi que ce soit d'autre !» La voix de Hazel pimenta cette pensée, la renforçant, produisant l'effet d'un duo. « La ferme de Bobby, allez-y, tout le monde !» La voix mentale de Kyle transforma le duo en trio. Leur voix collective gagna en vigueur et sa portée s'étendit. « Tous, arrêtez-le !» La voix d'Adley, la voix de Newt Beringer, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit d'autre. Ceux que Gardner considérait comme les gens du hangar avaient uni leurs voix en un seul commandement, clair et sans réplique. Non pas que quiconque à Haven eût même songé à répliquer. « Arrêtez-le, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit au vaisseau. Arrêtez-le, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit au vaisseau. » Rosalie Skehan quitta son évier sans prendre la peine de fermer le robinet qui rafraîchissait le cabillaud qu'elle voulait préparer pour le dîner. Elle rejoignit son mari qui cassait du petit bois dans la cour et qui avait bien failli s'amputer plusieurs doigts de pied avec sa hache quand le cri de Bobby avait résonné. Sans un mot, ils montèrent en voiture et prirent la direction de la ferme de Bobby, à 7 kilomètres de là. En sortant de leur allée, ils faillirent emboutir Elt Barker, qui avait quitté sa station-service sur sa vieille Harley. Freeman Moss fit démarrer son camion. Il ressentait un vague regret. Au fond, il aimait bien Gardner. Comme aurait dit son vieux, ce type avait du cran. Mais ça ne l'empêcherait pas de l'étriper. Andy Bozeman monta dans son Oldsmobile Delta 88, sa femme à côté de lui, les mains gentiment croisées sur son sac. À l'intérieur du sac se trouvait un excitateur de molécules qui pouvait en 15 secondes augmenter de 1000 degrés la température de n'importe quoi sur une face d'environ 5 cm de diamètre. Elle espérait griller Gardner comme un homard. « Qu'on me laisse l'approcher à moins de 2 mètres !» ne cessait-elle de penser. « Moins de 2 mètres, c'est tout ce que je demande. » De plus loin, le gadget n'était pas sûr. Elle savait qu'elle aurait pu augmenter sa portée jusqu'à près de 800 mètres, et elle regrettait maintenant de ne pas l'avoir fait. Mais si Andy n'avait pas au moins 6 chemises propres dans son placard, il rugissait comme un ours. Le visage de Bozeman arborait un sourire impitoyable. « Je vais te la badigeonner, ta clôture, quand je te tiendrai face d'œuf, songea-t-il en poussant son Oldsmobile à 140 à l'heure, dépassant une file de voitures moins rapides qui se dirigeaient toutes vers chez Bobby. Tous entendaient la voix du commandement qui martelait maintenant comme une litanie. « Arrêtez-le avant qu'il puisse faire quoi que ce soit au vaisseau. Arrêtez-le avant qu'il puisse faire quoi que ce soit au vaisseau. Arrêtez-le !» Garde était penché sur le cadavre de Bobby, en état de choc, à moitié fou de douleur et de tristesse, et sans crier gare, ses mâchoires s'ouvrirent en un autre bâillement irrépressible. Il se traîna jusqu'à l'évier, essayant de sautiller, mais s'y prenant fort mal à cause des comprimés qu'il avait avalés. À chaque fois qu'il retombait sur sa jambe blessée, il avait l'impression qu'on lui enfonçait une serre de métal dans la chair. Sa gorge était douloureusement sèche maintenant, et ses membres lourds. Ses pensées perdaient de leur précision. Il avait l'impression qu'elles s'étendaient comme un jaune d'œuf crevé. Quand il arriva à l'évier, il bâilla de nouveau et s'appuya délibérément sur sa jambe blessée. La douleur déchira le brouillard de sa tête comme un couteau de boucher bien aiguisé. Il tourna à peine le robinet d'eau chaude et se remplit un verre d'eau presque brûlante. Il fouilla dans le placard du haut, renversant une boîte de céréales et une bouteille de sirop d'érable. Sa main se referma sur la boîte de sel en carton, celle qui porte l'image d'une petite fille. Il chercha à ouvrir le bec verseur pendant ce qui lui sembla au moins une année, puis versa assez de sel dans son verre pour que l'eau se trouble. Il mélangea d'un doigt, avala. Ça avait un goût de noyade. Il vomit, de l'eau salée bleue. Il repéra aussi des morceaux non dissous de comprimés bleus. Certains avaient l'air presque intacts. Combien m'en avait-elle fait prendre ? Il vomit à nouveau, encore et encore. C'était un bis du numéro de vomissement Angers qu'il avait offert dans les bois. Il ne savait quel circuit surmené de son cerveau ne cessait de stimuler ce réflexe de Hawker, cette sorte de hoquet qui pouvait tuer. Les spasmes s'espacèrent, puis cessèrent. Des comprimés dans l'évier, de l'eau bleue dans l'évier, et du sang dans l'évier, beaucoup. Il tituba à reculons, se reçut sur la mauvaise jambe, cria, s'effondra par terre. Son regard tomba sur l'un des yeux vitreux de Bobby, de l'autre côté du champ de bataille que représentait le linoléum, et Garde ferma ses propres paupières. Son esprit s'esquiva immédiatement, mais dans l'obscurité il y avait des voix. Non, beaucoup de voix fondues en une seule. Il la reconnut, c'était la voix des gens du hangar. Ils venaient pour lui, comme il l'avait sans doute toujours su. « Arrêtez-le ! Arrêtez-le »
Remue-toi, sinon ils n'auront pas à t'arrêter, ils te tueront ou te désintégreront, ou Dieu sait ce qu'ils te réservent pendant que tu feras la sieste par terre. Il se redressa sur les genoux, puis parvint à se hausser sur ses pieds en s'agrippant au plan de travail. Il pensait qu'il y avait dans l'armoire de la salle de bain une boîte de comprimés de caféine qui pourrait le réveiller, mais il doutait que son estomac pût retenir quoi que ce soit après la dernière offense qu'il lui avait infligée. Dans d'autres circonstances, cela aurait valu la peine d'essayer, mais Gardiner avait peur que si ses vomissements reprenaient, il ne cesse plus. Allez, ne t'arrête pas. Si ça va vraiment mal, marche un peu sur cette jambe, ça te réveillera vite fait. Ah oui, vraiment? Il n'en savait rien. Mais il savait qu'il devait se remuer vite et tout de suite, et il n'était pas sûr de pouvoir bouger longtemps. Il sautilla et se traîna jusqu'à la porte de la cuisine et regarda derrière lui une dernière fois. Bobby, qui avait si souvent sauvé Garde de ses démons, n'était guère plus qu'une épave. Sa chemise fumait encore. Finalement, il n'avait pas été capable de la sauver de ses démons à elle. Il n'avait su que la mettre hors de leur portée. T'as tiré sur ta meilleure amie, t'es dans de beaux draps. Il pressa le dos de sa main contre sa bouche. Son estomac gronda. Il ferma les yeux et réprima son envie de vomir avant qu'elle ne devienne incoercible. Il se retourna, rouvrit les yeux et entreprit la traversée du salon. L'idée, c'était de chercher des objets stables et de s'appuyer dessus pour avancer à cloche-pied. Son esprit ne cessait de vouloir devenir ce ballon argenté qu'il était, juste avant d'être emporté dans le grand cyclone noir. Il résista comme il le put et repéra des meubles vers lesquels il pouvait sautiller. S'il y avait un dieu, et s'il était bon, peut-être que tous ses points d'appui supporteraient son poids, et qu'il arriverait à traverser cette pièce, apparemment sans fin, comme Moïse et ses tribus avaient traversé le désert. Il savait que les gens du hangar n'allaient pas tarder à arriver. Il savait que s'il était encore ici quand ils viendraient, il n'était pas seulement cuit, il était irradié. Ils avaient peur qu'ils ne s'en prennent au vaisseau. Bon, puisque vous en parlez, c'était effectivement une de ses intentions, et il savait qu'il serait plus en sécurité. Il savait aussi qu'il ne pouvait pas y aller, pas encore. Il avait d'abord affaire dans le hangar. Il arriva sous le porche où Bobby et lui avaient passé tant de soirées d'été. Peter, endormi sur les planches entre eux, juste assis là, tous deux à boire des bières, l'équipe des Red Sox disputant un match à Fenway ou Cosmic Park ou ailleurs, mais en tout cas dans le poste de radio de Bobby. Des petits joueurs de baseball courant entre les transistors et les diodes, assis là avec des bouteilles de bière dans un seau d'eau fraîchement tiré du puits, parlant de la vie, de la mort, de Dieu, de politique, d'amour, de littérature, peut-être même une fois ou deux de la possibilité que la vie existât sur d'autres planètes. Gardiner avait l'impression qu'il se souvenait d'une ou deux de ces conversations, mais son esprit épuisé ne lui jouait-il pas des tours? Ils avaient été heureux ici, mais ça semblait très loin. C'est sur Peter que son esprit épuisé se fixa. Peter était son premier but, le premier meuble vers lequel il devait sauter. Ce n'était pas tout à fait vrai, il devait d'abord tenter de sauver David Brown avant de mettre fin aux tortures de Peter, mais David Brown ne lui donnait pas l'impulsion émotionnelle nécessaire. Il n'avait jamais vu David Brown de sa vie. Peter, c'était autre chose. Mon bon vieux Peter, dit-il, au chaud après-midi. Était-ce déjà l'après-midi? Ah oui. Il gagna les marches du porche, et c'est alors que le désastre s'abattit sur lui. Il perdit l'équilibre et retomba de tout son poids sur la mauvaise jambe. Cette fois, il sentit presque comme des bouts d'os brisés s'enfoncer les uns dans les autres. Il émit un long cri miaulant, pas le cri d'une femme, mais celui d'une très jeune fille qui a de gros ennuis. Il s'accrocha à la rampe, mais elle s'effondra de côté. Pendant les quelques folles journées de début juillet, Bobby avait réparé la rampe de l'escalier menant de la cuisine à la cave, mais ne s'était pas soucié de celle qui allait du porche à la cour. Elle branlait depuis des années, et quand Garde s'y appuya de tout son poids, les deux piquets pourris cédèrent. Un nuage de vieille poussière de bois s'éleva dans la lumière estivale, nuage piqué de quelques têtes de termites stupéfaits. Garde tomba du porche avec un cri lamentable et s'écrasa dans la cour en produisant le bruit mat d'un quartier de viande lancé sur une table. Il essaya de se relever, puis se demanda pourquoi il faisait tant d'efforts. Le monde oscillait devant ses yeux. Il vit tout d'abord 2 boîtes aux lettres, puis 3. Il décida de tout oublier et de s'endormir. Il ferma les yeux. Durant le long, étrange et douloureux rêve qu'il faisait, Eve Hillman sentit ou vit Gardiner tomber, et il entendit clairement « Oublie tout et dors » sa pensée. Puis le rêve sembla se briser, et ce fut bon. C'était difficile de rêver.
Ça lui faisait mal partout, ça le faisait souffrir, et ça faisait mal de lutter contre la lumière verte. Quand le soleil était trop lumineux, je me souviens un peu du soleil, on pouvait fermer les yeux, mais la lumière verte était à l'intérieur, toujours à l'intérieur. Un troisième œil qui voyait et une lumière verte qui brûlait. Il y avait d'autres esprits ici. L'un appartenait à la femme, l'autre à l'esprit inférieur qui avait été Peter. Maintenant, l'esprit inférieur ne pouvait plus que hurler. Il hurlait parfois pour que Bobby vienne et le libère de la lumière verte, mais la plupart du temps, il hurlait, tout simplement, tandis qu'il brûlait dans des tourments du drainage d'énergie. La femme criait aussi pour qu'on la libère, mais parfois ses pensées se tournaient vers d'horribles images de haine qu'Ève pouvait à peine supporter. Alors oui, il valait mieux dormir. C'était plus facile, et tout laisser tomber. Mais il y avait David. David mourait. Déjà, ses pensées, qu'Ève avait clairement perçues au début, s'enfonçaient dans une spirale de plus en plus profonde qui aboutirait d'abord à l'inconscience, puis rapidement à la mort. Alors Ève combattit l'obscurité. Il la combattit et il se mit à crier « Debout! Debout, vous, là-bas, au soleil! Je me souviens du soleil. David Brown mérite de faire son temps au soleil. Alors, debout! Debout! » Debout, debout! Cette pensée martelait régulièrement le cerveau de Gardner. Non, ce n'était pas un martèlement, c'était comme une voiture, sauf que ses roues étaient de verre et qu'elles pénétraient dans son cerveau, tandis que la voiture y progressait lentement. Mérite son temps au soleil, David Brown. Debout, David, ramène David, David Brown. Debout, David Brown, debout, debout, bon sang. Oh, d'accord, d'accord, ronchonna Gardner d'une bouche pleine de sang. D'accord, je t'entends, fous-moi la paix. Il réussit à se mettre à genoux. Il essaya de se hisser sur ses pieds. Le monde s'assombrit. Oh, mauvais. Du moins, la voix qui frottait et coupait son cerveau l'avait-elle un peu lâché. Il avait l'impression que son propriétaire regardait par ses yeux, les utilisant comme des fenêtres sales, rêvant à travers eux, et voyant un peu ce qu'il voyait. Il essaya à nouveau de se dresser sur ses pieds, et n'y réussit pas mieux. Mon quotient de conneries est toujours très élevé, croassa Gardner. Il cracha dedans et se mit à ramper vers le hangar, dans la terre de la cour. Tout Haven se précipitait pour avoir Jim Gardner. Il venait en voiture, il venait en pick-up, il venait en camion, il venait en tracteur, il venait à moto. Aileen Crenshaw, Madame Avon, que le second gala de magie de Hilly Brown avait tant ennuyé, arriva dans le buggy de son fils Galen. Le révérend Goringer assis derrière elle, ce qui restait de ses cheveux grisonnants jetés en arrière et découvrant son front brûlé par le soleil. Vern Jerningan arriva dans un corbillard qu'il avait tenté de convertir en camping-car avant que l'évolution n'entre dans sa phase accélérée. Ils occupaient toutes les routes. Ashley Ruval zigzaguait entre les piétons comme un slalomeur, pédalant frénétiquement sur sa bicyclette. Il était rentré chez lui le temps de prendre ce qu'il appelait son pistolet Zap. Au printemps, ce n'était encore qu'un gros jouet que recouvrait peu à peu la poussière du grenier. Maintenant, équipé d'une pile de 9 volts et d'un circuit imprimé emprunté à la dictée magique de son frère, c'était une arme que le Pentagone aurait trouvée très intéressante. Elle faisait des trous dans les choses, des gros trous. Le pistolet Zap était attaché sur le porte-bagages destiné naguère au transport des journaux qu'Ashley distribuait. Tous arrivaient en panique et il y eut quelques accidents. 2 personnes furent tuées quand la Volkswagen d'Earl Hutchinson percuta le break des fanins, mais ce n'était pas le genre de détail qui pouvait arrêter quiconque. Les mots psalmodiés mentalement emplissaient l'espace. Toutes ces têtes vibraient d'un même cri rythmé, continuellement répété. « Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit au vaisseau! Arrêtez-le! Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit au vaisseau !» C'était une belle journée d'été, une belle journée pour tuer. Et si quelqu'un méritait qu'on le tue, c'était bien ce James Eric Gardner. Il venait donc, plus de 500 en tout, ces bonnes gens de la campagne qui avaient appris des nouveaux tours. Ils venaient, et ils apportaient leurs nouvelles armes. À mi-chemin du hangar, Gardner commença à se sentir mieux. Peut-être était-ce une brève rémission, mais il pensa plus probable qu'il s'était effectivement débarrassé de l'essentiel du Valium et qu'il reprenait le dessus. Ou peut-être le vieil homme lui insufflait-il sa force, ou peut-être avait-il déjà suffisamment évolué pour être moins sensible à la douleur. Quoi qu'il en soit, cela suffit à le remettre sur ses pieds et à lui permettre de sautiller jusqu'au hangar. Il s'accrocha un instant à la porte, le temps de calmer son cœur qui galopait dans sa poitrine. En baissant les yeux, il vit un trou dans la porte, un trou rond.
Les bords en étaient dentelés et hérissés d'échardes blanches. On aurait dit qu'il avait été découpé par des dents, ce trou. L'aspirateur qui appuyait sur les boutons, c'est comme ça qu'il est sorti. Il possédait un nouvel équipement de découpage amélioré. Seigneur, ces êtres-là étaient vraiment cinglés. Il contourna le bâtiment et une froide certitude l'assaillit. La clé ne serait plus là. Oh Seigneur, garde! Pourquoi est-ce qu'elle... Mais elle n'était plus là, envolée. Plus rien n'était accroché au clou. Gardner, épuisé et tremblant, s'appuya au hangar, son corps luisant de sueur. Il baissa les yeux et le soleil lui renvoya le reflet d'un objet au sol. La clé. Le clou était un peu courbé vers le bas. Peut-être était-ce lui qui l'avait tordu quand il avait remis la clé en hâte l'autre nuit. Le bois était tendre, cela s'expliquait facilement, et la clé avait simplement glissé. Il se baissa péniblement, la ramassa et revint vers la façade de la bâtisse. Il avait une conscience aiguë de la vitesse à laquelle passait le temps. Il ne tarderait pas à arriver. Comment pourrait-il bien terminer ce qu'il avait à faire dans le hangar, puis gagner le vaisseau avant qu'il ne soit là? Étant donné que c'était impossible, il valait mieux ne plus y penser. Quand il arriva à la porte, il entendait déjà le son ténu des moteurs. Il avança la clé vers le cadenas et manqua le trou. Le soleil tapait fort, et l'ombre de garde ne formait guère plus qu'une flaque sur ses talons. Allez, essaye encore. Cette fois, la clé pénétra dans la serrure. Il la tourna, ouvrit la porte et se jeta dans le hangar. La lumière verte l'enveloppa. Elle était forte, plus forte que la fois précédente. Le gros ensemble d'appareils reliés les uns aux autres, le transformateur, luisait ardemment. L'intensité de la lumière variait de façon cyclique, comme avant, mais maintenant les cycles se succédaient plus rapidement. De petites flamèches vertes parcouraient les itinéraires argentés des circuits imprimés. Il regarda autour de lui. Le vieil homme, flottant dans son bain vert, le regardait de son œil unique. Ce regard était torturé, mais sain d'esprit. « Utilise le transformateur pour sauver David. »« Oh, ils sont après moi, mon vieux, » croissa Gardner. « Je n'ai plus le temps. »« Au coin, dans le coin du fond. » Il regarda et vit quelque chose qui ressemblait un peu à une antenne de télévision, ou à un porte-manteau, ou à un de ces réseaux de fils tournants sur lesquels les femmes accrochent leurs lessives dans leur cour. « Ça ?» demanda Garde. « Sors-le dans la cour !» Gardner ne posa pas de questions, il n'en avait pas le temps. L'objet était monté sur un petit boîtier parallélépipédique qui servait de pied et dont Gardner se dit qu'il devait contenir les circuits et les piles. De près, il vit que ce qui ressemblait à des tiges d'antenne de télévision tordues étaient en fait de minces tubes d'acier. Il saisit la tige centrale. L'engin n'était pas lourd, mais encombrant. Content, pas content, il faudrait qu'il s'appuie un peu sur sa jambe blessée. Il regarda un instant la cabine où flottait Eve Hillman. « Tu es sûr de toi, vieux frère ?» Mais c'est la femme qui répondit. Ses yeux s'ouvrirent. Les regarder, c'était comme plonger dans le chaudron des sorcières de Macbeth. Pendant un moment, Garde oublia toutes ses douleurs, toute sa fatigue, et même combien il se sentait malade. Ce regard empoisonné le mit en transe. À cet instant, il comprit toute la puissance de la femme terrifiante que Bobby appelait Sœurette, et pourquoi Bobby avait fui loin d'elle, comme on fuit un ennemi. Elle était un ennemi. Elle était une sorcière, et même maintenant, dans son abominable agonie, sa haine subsistait. « Prends-le, imbécile, je le ferai marcher !» Gardner posa sa jambe blessée et hurla, en sentant comme une main sauvage jaillir de son mollet pour aller serrer le fragile double sac de ses testicules. « Attends, attends !» pensa le vieil homme. L'objet se souleva tout seul, pas très haut, seulement 4 ou 5 centimètres. La marécageuse lumière verte s'intensifia encore. « Il va falloir que tu le guides, mon garçon !» Ça, il en était capable. L'objet oscillait à travers le hangar vert comme le squelette de quelque ahurissant parasol de plage qui aurait multiplié sauts et courbettes tout en projetant au sol et sur les murs une étrange ombre décharnée. Gardner sautillait maladroitement à sa suite, ne voulant pas, n'osant pas regarder à nouveau les yeux fous de la femme. Son cerveau ne cessait de répéter une seule et même pensée. La sœur de Bobby Anderson était une sorcière, une sorcière. Il guida le parasol sous la lumière du soleil. Freeman Moss arriva le premier. Il engagea dans la cour de Bobby le camion dans lequel Garde était monté quand il avait fait du stop, et il en sortit presque avant que le vieux moteur poussif se soit tu. « Eh bon Dieu, mon pote, c'est-y pas ce salaud qui est là, droit devant, avec un truc qui a l'air d'un séchoir de bonne femme? Le type a l'air d'un coureur claqué. Il tient un pied en l'air, le gauche, comme un chien qui a une écharpe dans la patte.
Les rouges de la tête aux pieds, le salaud, dégoulinant de sang. On dirait que Bobby a au moins réussi à t'en mettre une dans le lard, vipère. » Il lui sembla que le salaud meurtrier avait capté ses pensées, car Garde leva les yeux et sourit faiblement. Il tenait toujours le parasol, à moins que ce ne fût un séchoir, sur son boîtier. Il s'appuyait dessus, plutôt. Freeman s'approcha de lui, laissant la porte de son vieux camion grande ouverte. Il y avait quelque chose d'enfantin, de triomphant dans le sourire de Jim, et Freeman identifia cette expression. Avec les dents qui manquaient, c'était le sourire de citrouille de Halloween d'un petit garçon. « Seigneur, je t'aimais bien. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu nous fasses tant d'emmerdes ? »« Qu'est-ce que tu fais ici, Freeman » demanda Gardiner. « Tu aurais dû rester chez toi à regarder les Red Sox. J'ai fini de badigeonner la clôture. »« Espèce de fils de pute » répondit l'autre. Moss portait un gilet, mais pas de chemise dessous. C'était tout ce qui lui était tombé sous la main quand il avait bondi hors de chez lui. Il l'écarta et découvrit non pas un jouet bricolé, mais un bon vieux Colt Woodsman. Il le prit en main. Gardiner, accroché à son séchoir, un pied en l'air, le regarda. « Allez, ferme les yeux, dit l'homme. J'irai vite. Je peux au moins faire ça pour toi. »« Baisse-toi, couillon, baisse-toi, ou tu vas perdre ta tête quand il perdra la sienne. Et je me fous de qui perdra sa tête, alors baisse-toi si tu veux vivre. » Dans la cabine de douche, les yeux d'Anne Anderson lançaient des flammes de haine et de fureur. Ses dents étaient tombées, mais elle frottait ses gencives l'une contre l'autre, l'une contre l'autre, l'une contre l'autre, et une traînée de petites bulles montait dans la gelée verte. Le cycle de la lumière s'accéléra, comme un manège qui prend de la vitesse et où tout finit par se fondre en une vision de traînée multicolore. Le ronronnement devint un sourd murmure électrique, et l'air se chargea d'une riche odeur d'ozone. Sur l'écran allumé, le mot « programme » fut remplacé par « destruction ». Le mot clignotait rapidement. « Baisse-toi, couillon, ou reste debout, je m'en fous !» Gardiner se baissa. Sa jambe blessée heurta le sol. La douleur grimpa à nouveau le long de sa cuisse. Il s'écroula à quatre pattes dans la poussière. Au-dessus de sa tête, le séchoir se mit à tourner, lentement au début. Moss le regarda, et le pistolet s'affaissa un instant dans sa main. Un éclair de compréhension passa sur son visage à la dernière seconde où il en eut encore un. Puis les fins tuyaux d'acier projetèrent dans la cour un cercle de feu vert. Pendant un instant, l'illusion d'un parasol de plage fut parfaite et complète. On aurait vraiment dit un grand parasol vert abaissé pour que le bout de ses franges touche le sol, mais ce parasol était de feu, et Garde se recroquevilla dessous, les yeux plissés, une main sur le visage, grimaçant comme si la chaleur était trop forte. Mais il n'y avait pas de chaleur, du moins pas là, sous le champignon vénéneux de Sorette. Freeman Moss était dans le champ du parasol. Son pantalon s'enflamma, puis son gilet. Pendant un instant, les flammes furent vertes avant de devenir jaunes. Il cria et tituba en arrière, laissant tomber son arme. Au-dessus de la tête de Gardiner, le séchoir tourna plus vite. Les bras squelettiques de métal, qui pendaient de façon plutôt comique, se redressaient de plus en plus sous l'effet de la force centrifuge. L'ourlet de feu du parasol s'étendit vers l'extérieur, et les épaules comme le visage de Moss furent enveloppées d'une flamme couvrante tandis que l'homme reculait. Dans la tête de Garde, l'abominable hurlement mental reprit. Il tenta de s'en abstraire, mais il n'y en avait pas moyen, aucun moyen. Garde aperçut l'image tremblante d'un visage coulant comme du chocolat chaud, puis il se cacha les yeux comme un enfant qui a peur au cinéma. Les flammes s'étendaient selon un cercle de plus en plus large autour de la cour de Bobby, projetant une spirale noire de terre vitrifiée, une sorte de verre grumeleux. Finalement, le champ de l'engin engloba le camion de Moss et le pick-up bleu de Bobby. Le hangar se trouvait juste hors de portée, mais sa silhouette dansait comme un démon dans la brume de chaleur. Il faisait très chaud en bordure du cercle, aucun doute à ce sujet, même si ce n'était pas le cas à l'endroit où Garde se tenait accroupi. La peinture du capot du camion de Moss et les flancs du pick-up commença par cloquer, puis noircit avant de s'enflammer, dénudant le métal blanc. Les restes d'écorce, de sciure et d'éclats de bois à l'arrière du camion de Moss s'enflammèrent comme une pastille d'alcool solide dans un réchaud. Les deux bacs à ordures posés sur le plateau du pick-up de Bobby, en ciment précontraint, se délitèrent et s'effondrèrent sur eux-mêmes. Le cercle sombre en bordure du parasol de feu rappelait la soucoupe. La couverture de l'armée, jetée sur le siège défoncé du camion de Moss, s'enflamma, puis le revêtement même des sièges, le rembourrage enfin. Toute la cabine n'était plus maintenant qu'une étincelante fournaise orange, où des ressorts squelettiques perçaient les flammes.
Freeman Moss vacilla en arrière, se tordit et virevolta, comme un cascadeur de cinéma qui aurait oublié d'endosser sa combinaison ignifugée. Il s'effondra. Le cri mental d'Anne Anderson reprit, dominant même les hurlements d'agonie de Moss. « Bouffe ta merde et crève! Bouffe la merde !» Soudain, dans un dernier éclat de lumière verte, après une pulsation soutenue qui dura près de 2 secondes, quelque chose se rompit dans ce qui restait de Serette. Le lourd ronronnement du transformateur s'éleva, et tous les circuits du hangar le reprirent et vibrèrent par sympathie. Le ronronnement décrut à nouveau et retrouva son ancien rythme paresseux. La tête d'Anne tomba en avant dans le liquide, ses cheveux suivant le mouvement, comme ceux d'une noyée. Sur l'écran de l'ordinateur, le mot « destruction » s'effaça comme une bougie qu'on souffle et laissa de nouveau place à « programme ». Le parasol de feu flancha, puis disparut. Le séchoir, qui tournait comme un fou, ralentit, grinçant rythmiquement comme une porte dans le vent. Les tubes d'acier retombèrent. Un dernier grincement, et tout s'arrêta. Le réservoir d'essence du camion de Bobby explosa soudain. D'autres flammes jaunes jaillirent vers le ciel. Garde sentit un morceau de métal fuser tout près de lui. Il leva la tête et regarda stupidement le pick-up en feu en pensant « Bobby et moi, on allait parfois au drive-in Starlight de Derry dans ce pick-up. Je crois même qu'on y a baisé une fois, pendant un film idiot de Ryan O'Neill. Qu'est-il arrivé, Seigneur? Qu'est-il arrivé ?» Dans son cerveau, la voix du vieil homme s'éleva, presque éteinte, mais pourtant impérieuse. « Vite! Je peux faire fonctionner le transformateur quand les autres viendront. Mais tu dois te presser, gamin. David, pense à David. Vite, mon ami. » Pas beaucoup de temps, songea Gardner épuisé. Seigneur, il n'y a jamais assez de temps. Il revint vers la porte ouverte du hangar, en sueur, les joues d'une pâleur de cierge. Il s'arrêta devant le cercle sombre de verre vitrifié, puis sauta maladroitement par-dessus. Il ne savait pas pourquoi, mais il n'avait pas envie de le toucher. Il tituba, près de perdre l'équilibre, puis parvint à poursuivre sa route en sautillant. Pendant qu'il revenait dans le hangar, les 2 réservoirs d'essence du camion de Moss explosèrent avec un rugissement furieux. La cabine se détacha du corps du camion, qui se renversa comme un château de cartes. Des restes calcinés du capitonnage et du rembourrage des sièges s'envolèrent par la fenêtre, du côté du passager, emportés par le premier souffle d'un vent d'est qui ne tarderait pas à fraîchir. Une poignée de rembourrage en feu tomba sur un livre de poche que Gardner avait laissé une semaine plus tôt sur la table, juste à côté de la porte, et qui s'enflamma aussitôt. Dans le salon, un autre fragment de rembourrage mit le feu à un tapis en lirette que Madame Anderson avait confectionné dans sa chambre à coucher et envoyé en cachette à Bobby un jour où Anne était sortie. Quand Jim Gardner ressortit du hangar, toute la maison brûlait. La lumière était plus faible que jamais dans le hangar, un vert clair et aqueux, la couleur de l'eau d'un étang. Gardner jeta un coup d'œil méfiant vers Anne, craignant que ses yeux ne jettent des flammes, mais il n'y avait plus à la redouter. Elle flottait, la tête penchée en avant, comme plongée dans ses pensées, les cheveux en couronne au-dessus de sa tête. « Elle est morte, mon garçon, n'y pense plus. Si tu as l'intention de ramener l'enfant, il faut que ce soit maintenant. Je ne sais pas pour combien de temps encore je peux te fournir du courant, et je ne peux me diviser en 2, la moitié de moi surveillant les autres et l'autre faisant fonctionner le transformateur. » Il regarda Gardner, et Garde ressentit une profonde pitié et une profonde admiration pour cette vieille brute si pleine de courage. Aurait-il pu faire la moitié de ce qu'avait fait le vieux? Serait-il allé moitié aussi loin si l'on avait inversé leur position? Il en doutait. « Vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas ?» pensa Gardner. « Je ne plains pas vraiment, mon garçon, si c'est ce que tu veux savoir, mais j'y arriverai si tu es prêt à continuer. » Continuer, oui. Il avait trop lanterné, beaucoup trop. Sa bouche s'ouvrit pour un nouveau bâillement, puis il s'approcha du matériel qui entourait le cajot d'orange, ce que le vieil homme appelait le transformateur. « Programme » demandait l'écran d'ordinateur sans clavier. Hillman aurait pu dire à Gardner ce qu'il fallait faire, mais Gardner n'avait pas besoin qu'on le lui dise, il savait. Il se souvenait aussi du segment de nez et de l'éclat de musique qu'il avait subi lors de son unique expérience de lévitation avec le gadget de Moss. Ce truc avait l'air d'une boîte de mécano, mais qu'il s'en réjouisse ou non, il avait avancé d'un bon bout de chemin dans sa propre évolution depuis. Il fallait seulement espérer que ça suffît. « Oh, merde, mon garçon, ne raccroche pas, on a de la visite !» Puis une voix forte couvrit celle de Hillman, une voix que Garde reconnut vaguement, mais sur laquelle il ne parvint pas à mettre de nom. « Stop, stop, arrêtez-vous !»« Juste, je crois, juste un, ou peut-être 2. » C'était à nouveau la voix mentale épuisée du vieil homme,
Gardner sentit qu'Eve Hillman se concentrait sur le séchoir tournant dans la cour. Dans le hangar, la lumière brilla à nouveau un peu plus fort et les pulsations mortelles recommencèrent. Dick Allison et Newt Beringer étaient encore à 3 kilomètres de la ferme de Bobby quand commencèrent les cris mentaux de Freeman Moss. Quelques instants plus tôt, ils avaient fait un écart pour dépasser Helt Barker. Dick regarda dans son rétroviseur et vit la Harley de Barker bondir en l'air au terme d'une embardée en travers de la route, puis il se sépara de sa moto et atterrit dans le fossé. Newt écrasa la pédale de frein et les pneus du camion crissèrent jusqu'à l'arrêt au milieu de la route. Il regarda Dick avec des grands yeux, à la fois effrayés et furieux. « Ce fils de pute a une arme! Ouais, du feu, une sorte de... » Dick éleva brutalement sa voix mentale en un cri. Newt se joignit à lui pour l'amplifier. Depuis la Cadillac, Kyle Archambault et Hazel McCready crièrent à l'unisson. « Stop! Stop! Arrêtez-vous » Ils s'arrêtèrent, restant sur leur position. En règle générale, ils n'aimaient guère les ordres, ces Tommy Knockers, mais les cris hideux de Moss, qui maintenant faiblissaient, les avaient amplement persuadés. Ils s'arrêtèrent tous, il faut dire, sauf l'Oldsmobile bleu Delta 88, dont les pare-chocs portaient un autocollant annonçant « Les agents immobiliers en ont des hectares ». Quand il reçut l'ordre de s'arrêter et de rester sur place, Andy Bozeman apercevait déjà la ferme de Bobby. Sa haine avait subi une croissance exponentielle. Il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à Gardner mort dans une mare de sang. Il arriva en pleine accélération dans l'allée de Bobby. L'arrière de l'Oldsmobile dérapa quand Bozeman écrasa les freins. La grosse voiture faillit se renverser. « Je vais te la badigeonner, ta clôture, trou du cul de merde, et je vais te donner un rat mort et une ficelle pour le balancer, fils de pute. » La femme d'Andy sortit l'excitateur de molécules de son sac à main. On aurait dit une pétoire à la Buck Rogers, créée par un cinglé plutôt ingénieux à partir d'un vieil outil de jardin de chez Wed Hater. Ida Bozeman se pencha à la fenêtre de la voiture et pressa la détente sans rien viser de particulier. L'extrémité est de la ferme de Bobby explosa en une boule de feu. Ida sourit d'un air de reptile réjoui. Les Bozeman descendaient de leur Oldsmobile quand le séchoir se remit à tourner. Une seconde plus tard, le parasol de feu vert se déploya. Ida tenta de pointer sur l'engin ce qu'elle appelait son secoue-molécule, mais trop tard. Si à son arrivée elle avait visé le séchoir au lieu de la maison, cela aurait pu tout arranger, mais rien ne fut changé. Ils brûlèrent tous les deux comme de l'étoupe. Un instant plus tard, la voiture explosait, alors qu'il ne leur restait que 3 mensualités de crédit à payer. À peine les cris de Freeman Moss eurent-ils cessé de hanter leur tête que ceux d'Andy et Ida Bozeman les remplacèrent. Newt et Dick attendirent en grimaçant qu'ils s'estompent. Ils cessèrent enfin. Il ne manquait pas de véhicules garés des deux côtés de la route numéro 9, et même au milieu, devant Dick Allison. Frank Spruce se penchait par la fenêtre de la cabine de son gros camion-citerne, interrogeant impatiemment Newt et Dick du regard. Chacun sentait les autres, tous les autres, sur cette route et sur d'autres routes. Certains restaient même immobiles dans les champs qu'ils avaient entrepris de traverser. Tous attendaient quelque chose, attendaient qu'une décision soit prise. Dick se tourna vers Newt. « Le feu ? Oui, du feu. Est-ce qu'on peut l'éteindre » Il y eut un court silence mental pendant que Newt réfléchissait. Dick sentait qu'il voulait simplement foncer droit sur Gardner sans se soucier des flammes. Ce que voulait Dick n'était pas compliqué. Il voulait écharper Jim Gardner. Mais ce n'était pas ce qu'il fallait faire, et tous deux le savaient. Tous ceux du hangar le savaient, même Hadley. L'enjeu était de taille, et Dick ne doutait pas que Jim Gardner finisse par se faire écharper d'une façon ou d'une autre. Ce n'était pas une bonne idée de s'opposer aux Tommy Knockers, ça les rendait furieux. Cette vérité, beaucoup d'espèces dans d'autres mondes l'avaient découverte à leurs dépens, avant les festivités qui se déroulaient en ce jour d'été à Haven. Dick et Newt regardèrent vers le champ bordé d'arbres où Helt Barker s'était écrasé. L'herbe et les feuilles des arbres ondulaient, pas très fort, mais suffisamment pour indiquer que le vent commençait à souffler de l'est. Pas encore de quoi s'inquiéter, mais Dick pressentit qu'il allait fraîchir. « Oui, on peut éteindre le feu, » répondit enfin Newt. « On peut arrêter et le feu et l'ivrogne, est-ce que c'est sûr ?» demanda Dick. Nouvelle longue pause pour réfléchir, puis Newt en arriva à la réponse que Dick attendait. « Je ne sais pas si on peut faire les deux. Je sais qu'on arrivera à l'un ou à l'autre, mais je ne sais pas si on arrivera pour les deux. Alors, on va laisser le feu brûler pour le moment. On va le laisser brûler, oui, c'est ça. Le vaisseau ne craint rien. Le vaisseau ne sera pas endommagé. Et le vent, la direction dans laquelle souffle le vent... »
Ils se regardèrent en souriant, tandis que leurs pensées se réunissaient en un moment de parfaite harmonie, une voix, un cerveau. Le feu sera entre le vaisseau et lui, il ne pourra pas atteindre le vaisseau. Sur les routes et dans les champs, les gens écoutaient la pensée et tous se détendirent un peu. Il ne pourra pas atteindre le vaisseau. Mais est-ce qu'il est toujours dans le hangar? Oui. Newt tourna son visage inquiet et troublé vers Dick. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y foutre? Est-ce qu'il a trouvé un truc pour fabriquer quelque chose qui puisse endommager le vaisseau? Il y eut un silence, puis la voix de Dick, ne s'adressant plus seulement à Newt Beringer, mais à tous les gens du hangar, résonna claire et impérieuse. Reliez vos esprits aux nôtres, tous ceux qui le peuvent. Reliez vos esprits aux nôtres et écoutez Gardener, écoutez-le. Ils écoutèrent. Dans le chaud silence de l'été, en ce début d'après-midi, ils écoutèrent. 2 ou 3 collines plus loin, les premières volutes de fumée s'élevaient dans le ciel. Gardener les sentit, écoutait. Il eut l'horrible impression que quelqu'un rampait à la surface de son cerveau. C'était ridicule, mais c'était ce qui se passait. Il se dit « Maintenant, je comprends ce que doivent éprouver les lampadaires quand tous ces moucherons leur volent autour. » Le vieil homme bougea dans sa cabine, essayant d'attirer le regard de Gardener. Il rata son regard, mais atteignit son esprit. Gardener leva les yeux. « Ne t'en fais pas, mon garçon. Ils veulent savoir quels sont tes projets, mais ne t'en préoccupe pas, ça ne fait rien s'ils le découvrent. Ça pourrait même aider, les ralentir, les soulager. Ils se moquent bien de David, ils ne s'intéressent qu'à leur foutu vaisseau. Continue, mon garçon, continue. » Gardener était près du transformateur, et il tenait l'un des écouteurs dans la main. Il ne voulait pas se le mettre à l'oreille. C'était comme si, alors qu'il avait introduit les doigts dans une prise et reçu une bonne décharge, on le contraignait à recommencer l'opération. « Est-ce qu'il faut vraiment que je mette cette connerie? Avant, j'ai réussi à changer les mots sur l'écran rien qu'en pensant. »« Oui, c'est tout ce que tu pourrais obtenir. Il faut que tu mettes l'écouteur, mon garçon. Je suis désolé. » C'est à ne pas croire, mais les paupières des Gardener s'alourdirent à nouveau, et il dut faire un effort pour les garder ouvertes. « J'ai peur que ça me tue, songea-t-il à l'intention du vieil homme. Puis il attendit, espérant que le vieil homme le contredirait. Mais il ne lui répondit pas, se contentant de le regarder de son œil douloureux, dans les slish, slish, slish de la machine. Ouais, ça peut me tuer, et il le sait. Dehors, il entendait les craquements lointains du feu. La sensation de chatouillement à la surface de son cerveau cessa, les moucherons s'étaient envolés. C'est avec beaucoup de répugnance que Gardener introduisit alors l'écouteur dans son oreille. Kyle et Hazel se détendirent, ils se regardèrent. Il y avait une expression identique et très humaine dans leurs yeux, l'expression de gens qui découvrent que quelque chose est trop beau pour être vrai. « David Brown » pensa Kyle, à l'intention de Hazel. « Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Oui, il essaye de sauver le gosse, de le ramener d'Altaïr 4 ?» Puis, pendant un instant, au-dessus des autres pensées, arriva la voix de Dick Allison, tout excitée, triomphante. « Bordel! Je savais bien que ce môme nous servirait un jour à quelque chose !» Pendant un moment, Gardener ne sentit rien du tout. Il se détendit un peu, prêt à s'assoupir à nouveau. Puis la douleur l'assaillit d'un coup en un élancement tellement destructeur qu'il eut l'impression que sa tête se déchirait en deux. « Non !» hurla-t-il en portant ses poings à ses tempes pour les frapper. « Non, Seigneur, non! Ça fait trop mal! Seigneur, non! Tiens le coup, mon garçon! Essaye de tenir le coup! Non, je ne peux pas! Je ne peux pas! Oh Seigneur, faites que ça s'arrête! » En comparaison, sa jambe blessée le gênait autant qu'une piqûre de moustique. Il avait à peine conscience que son nez saignait, que sa bouche s'emplissait de sang. « Allez, tiens le coup, mon garçon !» La douleur régressa un peu. Elle fut remplacée par une autre sensation, horrible et terrifiante. Une fois, alors qu'il était à l'université, il avait participé à la grande bouffe de McDonald's. 5 associations d'étudiants y avaient engagé des champions. Garde défendait les couleurs de la Delta Tau Delta. Il en était à son 6e Big Mac, bien loin du total qu'atteindrait le vainqueur du tournoi, et il s'était soudain rendu compte qu'il était très près de la surcharge physique totale. Jamais il n'avait ressenti cela de sa vie. C'était presque intéressant. Le milieu de son corps grondait. Il n'avait pas envie de vomir. Le terme de nausée ne décrivait pas vraiment ce qu'il ressentait. Il imaginait son estomac comme un immense dirigeable inerte, coincé dans un air immobile au centre de son corps. Il lui semblait voir des lampes rouges s'allumer dans quelques centres de contrôle mental,
tandis que divers systèmes physiologiques tentaient de faire face à cette folle quantité de viande, de pain et de sauce. Il ne vomit pas, il partit. Très lentement, il partit. Pendant des heures, l'estomac lisse et tendu, incroyablement près d'éclater, il avait eu l'impression d'être un de ces dessins de Tweedledum ou Tweedledee. Maintenant, c'était son cerveau qu'il sentait ainsi, et de façon aussi froide et rationnelle qu'un trapéziste qui travaille sans filet, il sut qu'il était à un cheveu de la mort. Mais il éprouvait encore une sensation qu'il ne pouvait rapprocher d'aucune autre, et pour la première fois, il comprit ce qu'étaient les Tommy Knockers, ce qui les faisait agir, ce qui les poussait à continuer. Malgré la douleur qui ne s'était qu'atténuée, et malgré cette horrible sensation d'être un python qui vient d'avaler un enfant, il éprouvait un doux bonheur, comme sous l'effet d'une drogue incroyablement puissante. Son cerveau ronronnait comme le moteur de la plus grosse Chrysler jamais construite, qui augmente son régime et attend qu'on passe une vitesse pour bondir dans un hurlement de pneus. Mais vers où? N'importe où, vers les étoiles s'il le voulait. « Mon garçon, je te perds !» C'était le vieil homme, plus épuisé que jamais, et Gardner se força à revenir à sa tâche du moment, le prochain meuble jusqu'où il devait sauter. Oh, cette sensation était enivrante, mais elle était stérile. Il se força à penser à nouveau à ces formes aux couleurs de feuilles mortes, sanglées dans les hamacs, aux galériens. Le vieil homme lui donnait l'énergie. Il vampirisait le vieil homme. Allait-il devenir un vrai vampire, comme eux? Il pensa à l'intention du vieil homme. « Oh, je suis avec toi, vieux cheval !» Eve Hillman ferma son œil unique, et un silence marqua son soulagement. Garde se tourna vers l'écran, pressant sans y penser l'écouteur dans son oreille, comme un journaliste en direct qui écoute une question d'un collègue resté au studio. Dans l'espace fermé du hangar de Bobby, la lumière reprit son cycle. « Écoutez !» Ils écoutaient, tous. Ils étaient tous sur cette même longueur d'onde qui couvrait tout Haven, irradiant d'un centre se trouvant à environ 3 kilomètres de cette, encore, petite colonne de fumée. Ils étaient tous sur le réseau et ils écoutaient tous. Ils n'acceptaient aucun lien absolu. Tommy Knockers, c'était un nom qu'ils portaient, comme ils auraient porté n'importe quel autre nom, mais ils n'étaient en fait que des vagabonds interstellaires, sans roi. Pourtant, en ce moment de crise, pendant la période de régénération, une période où ils étaient extrêmement vulnérables, ils étaient prêts à accepter les voix de ceux que Gardner appelait les gens du hangar. Après tout, ils étaient la plus pure quintessence de tous. L'heure est venue de fermer les frontières. Il y eut un soupir universel d'approbation, un son mental que Ruth McCausland aurait reconnu, celui des feuilles d'automne poussées par le vent de novembre. Pour le moment, du moins, les gens du hangar avaient perdu tout contact avec Gardner. Ils se contentaient de savoir qu'il était occupé ailleurs. S'il avait l'intention de s'approcher de leur vaisseau, le feu ne tarderait pas à l'en empêcher. La voix unifiée expliqua rapidement la stratégie à suivre. On avait vaguement dressé certains plans des semaines plus tôt. Ils étaient devenus plus concrets au fur et à mesure de l'évolution des gens du hangar. On avait bricolé des gadgets, au hasard semblait-il, mais on peut croire aussi que les oiseaux qui prennent la direction du sud à l'approche de l'hiver se mettent en route par hasard. Il est même possible qu'ils en aient eux-mêmes l'impression, une façon comme une autre de passer les mois d'hiver. Aurais-tu envie d'aller en Caroline du Nord, chérie? Oh, naturellement, mon amour, quelle merveilleuse idée. Ils avaient donc fabriqué toutes sortes de choses. Ils s'étaient parfois entretués avec leurs nouveaux jouets. Parfois, ils avaient terminé leur engin, l'avaient regardé avec méfiance et l'avaient rangé en sécurité, puisqu'il ne pouvait leur servir à rien dans leur vie quotidienne. Mais ils en avaient emporté certains aux limites de la commune, souvent dans le coffre de leur voiture ou à l'arrière de leur camion, sous des bâches. L'un de ces gadgets était le distributeur de Coca-Cola qui avait assassiné John Leandro. Il avait été modifié par feu Dave Rutledge, qui gagnait jadis sa vie en assurant l'entretien de ses machines. Un autre était la débroussailleuse qui avait tranché la tête de Lester Moran. Il y avait des téléviseurs à la noix qui lançaient des flammes. Il y avait des détecteurs de fumée, Gardner en avait vu certains, mais pas tous, lors de sa première visite au hangar, qui fendaient l'air comme des frisbees, émettant des ultrasons de fréquence mortelle. En plusieurs endroits, il y avait des barrières de force. Presque tous ces engins pouvaient être activés mentalement à l'aide de bidules électroniques tout simplement familièrement appelés demandeurs, pas très différent du poste de radio trafiqué que Freeman Moss avait utilisé pour transporter les pompes à travers les bois. Personne ne s'était demandé pourquoi ils installaient ces gadgets tout autour de la commune, pas plus qu'un oiseau ne réfléchit avant de voler vers le sud, ou une chenille avant de filer un cocon.
Mais naturellement, un temps venait toujours où tout s'expliquait. Il fallait fermer les accès à la commune. Ce temps était arrivé tôt, mais pas trop tôt, semblait-il. Les gens du hangar suggérèrent également qu'un certain nombre de Tommy Knockers retournent au village. On désigna Hazel McCready pour les accompagner en représentante des Tommy Knockers les plus avancés dans leur évolution. Le dispositif qui protégeait les limites de la commune pouvait fonctionner presque sans surveillance tant que les piles n'étaient pas mortes. Au village se trouvaient des engins plus spécifiques qu'on pourrait envoyer dans les bois former un cercle de protection autour du vaisseau, au cas où l'ivrogne réussirait à franchir la barrière de feu. Et il y avait encore un autre engin très important qu'il fallait surveiller pour le cas bien improbable où quelqu'un, n'importe qui, parviendrait à entrer. Une ancienne chaudière se trouvait dans la cour de Hazel McCready, dissimulée sous une tente pour 5 personnes, comme un canot de sauvetage sous un prélat. Elle pouvait faire presque tout ce dont était capable le transformateur du hangar, mais s'en distinguait néanmoins foncièrement en 2 points. Les tuyaux d'aluminium anodisé qui la reliaient jadis aux bouches de chaleur des diverses pièces de la maison des McCready pointaient tous vers le ciel, reliés à la nouvelle chaudière améliorée, reposant sur 2 bouts de contreplaqué, abrités sous ce même filet métallique qui tapissait la tranchée où reposait le vaisseau, se trouvaient 24 batteries de camions. Quand ce gadget fonctionnait, il produisait de l'air. De l'air Tommy Knocker. Quand cette petite usine de fabrication d'atmosphère tournerait à plein rendement, il ne serait plus à la merci des vents et du temps. Même en cas d'ouragan, les changeurs d'air, qui avaient été entourés d'un champ de force, pourraient protéger la plupart d'entre eux s'ils se rassemblaient dans le village. La suggestion de fermer les abords de la commune fut émise au moment où Gardner plaçait l'un des écouteurs du transformateur dans son oreille. 5 minutes plus tard, Hazel et une quarantaine d'autres s'étaient détachés du réseau et revenaient vers le village. Certains vers l'hôtel de ville, pour dominer la commune du regard et assurer la défense du vaisseau grâce aux engins idoines gardés en réserve. D'autres chargés de vérifier que le modificateur d'atmosphère était en sécurité en cas d'accident, ou au cas où la réaction du monde extérieur serait plus rapide, mieux informée et mieux organisée qu'il ne l'avait prévu. Tout cela s'était déjà produit en d'autres temps, sur d'autres mondes, et les affaires se concluaient généralement de façon satisfaisante. Mais l'évolution ne connaissait pas toujours une fin heureuse. Pendant les 10 minutes qui séparèrent l'ordre de fermer les frontières du départ du groupe de Hazel, la taille et la forme de la fumée s'élevant dans le ciel ne changèrent pas de façon notable. Le vent ne soufflait pas très fort, du moins pas encore. C'était une bonne chose, parce que l'attention du monde extérieur mettrait plus longtemps à se tourner vers eux. Mais c'était une mauvaise chose, parce que Gardner ne serait pas de sitôt coupé du vaisseau. Pourtant, Newt, Dick, Hadley et Kyle pensaient que Gardner était pratiquement cuit. Ils gardèrent immobiles les Tommy Knockers restants pendant 5 minutes de plus, attendant le signal mental que les engins défendant les frontières étaient en état d'alerte et prêts à remplir leur office. Le signal leur fut donné par un ronronnement brutal. Newt regarda Dick, Dick hocha la tête. Tous deux sortirent du réseau et reportèrent leur attention vers le hangar. Gardner, que quelques semaines plus tôt même Bobby ne parvenait pas à entendre, restait difficile d'accès. Mais il devait pouvoir sans peine lire le transformateur. Ces pulsations énergétiques régulières et puissantes auraient dû être aussi audibles pour eux que les parasites d'un petit moteur de mixeur électrique sur un téléviseur ou un poste de radio. Mais le transformateur n'était qu'un murmure, aussi faible que le bruit de l'océan dans un coquillage. Newt regarda de nouveau Dick avec appréhension. « Seigneur, il est parti, ce fils de pute !» Dick sourit. Il ne pensait pas que Gardner, qui parvenait à peine à lire dans les pensées ou à envoyer des messages, ait pu aboutir si vite, si tant est qu'il fût capable d'aboutir. La présence de cet homme et l'affection perverse que Bobby lui portait n'avaient causé que des ennuis, mais Dick pensait maintenant que leurs ennuis allaient prendre fin. Il cligna d'un de ses yeux bizarres à l'adresse de Newt. Ce visage, mêlant curieusement l'humain et l'étrange, était à la fois hideux et comique. « Il n'est pas parti, Newt. Ce trou du cul est mort. » Newt regarda Dick d'un air songeur, puis il sourit. Ils se mirent en mouvement, tous ensemble, resserrant leur emprise autour de la maison de Bobby. La tête lourde. Ces quelques mots résonnaient constamment au fond du cerveau de garde, tandis qu'ils se concentraient sur l'écran du moniteur. Il semblait qu'ils aient été là depuis longtemps. Jadis, pour un Jim Gardner qui n'existait plus, ses poèmes avaient formé ce genre de lignes autour de lui, comme des perles autour d'éclats de roche. La tête lourde maintenant, patron. Est-ce que ça venait d'un film de gangster, de Luc la main froide, d'une chanson? Ouais, d'une chanson.
de quelque chose qui semblait curieusement embrouillé dans sa tête, quelque chose qui était venu de la côte ouest pendant les années 60, la chanson d'un Flower Shield au visage enfantin, peint de couleurs psychédéliques et portant un blouson de Hells Angel avec une chaîne de bicyclette autour de sa fine main blanche de violoniste. Ton cerveau, garde, quelque chose arrive à ton cerveau. Ouais, et en plein dans le mille, papa. J'ai la tête lourde, voilà. J'étais né pour rester sauvage et j'ai été pris dans le trafic du centre-ville. Et s'ils disent que je ne t'ai jamais aimé, tu sais que ce sont des menteurs. J'ai la tête lourde, je peux sentir les veines, les artères et les vaisseaux qui parcourent mon cerveau se gonfler, grossir, saillir comme les veines sur le dessus de la main d'un enfant qui a entouré son poignet d'une douzaine d'élastiques pour voir ce que ça donne. La tête lourde. Si je me regardais dans un miroir, je sais ce que je verrais. De la lumière verte s'écoulant de mes pupilles comme le fin rayon d'une lampe stylo. La tête lourde. Et si tu la secoues, elle éclatera. Oui, alors fais attention, garde, fais. Attention, mon garçon. Oh oui, 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 vieux cheval, oui. Pense à David, oui. Sensation de plonger et d'osciller par-dessus l'abîme. Il se souvint des nouvelles à la télévision où l'on avait vu Carl Velanda, le vieux prince des équilibristes, tomber de son fil à Porto Rico, les chercher des mains, le trouver, l'attraper une minute, puis tout lâcher. Gardiner écarta cette image de son cerveau. Il tenta d'écarter toutes les images et de se préparer à être un héros, ou à mourir en essayant d'en être un. Programme? Garde cala l'écouteur bien profondément dans son oreille et regarda l'écran en fronçant les sourcils. Il dirigea vers lui le lourd chaos de ses pensées. La douleur augmenta. Garde sentit le ballon qu'était son cerveau gonfler un peu plus. La douleur s'estompa. La sensation de gonflement persista. Il fixa l'écran des yeux. Altaïr 4. Bon, d'accord. Et maintenant? Il prêta l'oreille pour que le vieil homme lui souffle, mais il n'entendit rien. Ou bien la relation mentale que Gardner avait établie avec le transformateur excluait le vieil homme, ou bien celui-ci ne connaissait pas la suite. Importait-il vraiment à Gardner de connaître la raison de ce silence? Non. Il regarda l'écran. Recoupé avec... L'écran s'emplit soudain de 9, de haut en bas, de droite à gauche. Gardner le regarda avec consternation en se disant « Oh Seigneur, je l'ai bousillé !» Les 9 disparurent et pendant un instant l'écran afficha « Oh Seigneur, je l'ai bousillé !» Puis inscrivit « Prêt au recoupement ». Garde se détendit un peu. La machine fonctionnait toujours, mais son cerveau était vraiment tendu au maximum et il le savait. Si cette machine, qui fonctionnait grâce au vieil homme et ceux qui restaient de Peter, pouvait ramener le gamin, il parviendrait peut-être à prendre ses jambes à son cou, en sautillant, étant donné son état. Mais si elle devait aussi tirer son énergie de lui, son cerveau éclaterait comme un pétard. Mais ce n'était pas le moment de penser à ça. Léchant ses lèvres d'une langue engourdie, il regarda l'écran. Recoupé avec David Brown. Des 9 couvrirent l'écran. Des 9 pour l'éternité. Recoupement réalisé. Bon, parfait. Et maintenant, se demanda Gardner en haussant les épaules. Il savait ce qu'il essayait de faire, et pourquoi tourner autour du pot? Ramener David Brown d'Altaïr 4. Des 9, plein l'écran. 2 éternités cette fois. Puis un message apparut, si simple, si logique, et pourtant tellement fou que Garde aurait hurlé de rire s'il n'avait su qu'il ferait ainsi éclater tous les circuits encore opérationnels qui lui restaient. Où voulez-vous le ramener? L'envie de rire lui passa. Il fallait répondre à cette question. Où? Sur la planète Terre? Sur la home plate du Yankee Stadium? Sur Piccadilly Circus? Sur la digue qui s'enfonçait dans la mer devant la plage de l'hôtel Alhambra? Rien de tout ça, bien sûr, mais pas ici, à Haven en tout cas, au ciel non. Même si l'air ne le tuait pas, ce qui serait probablement le cas, il serait remis à des parents qui devenaient des monstres. Alors où? Il regarda le vieil homme, et le vieil homme lui rendit impatiemment son regard, et soudain il trouva. Il n'y avait vraiment qu'un seul endroit au monde où le mettre, non? Il le dit à la machine. Il s'attendit qu'elle demande plus ample information, ou qu'elle dise que c'était impossible, ou qu'elle suggère un ensemble de commandes qu'il ne serait pas capable d'exécuter. Mais il n'y eut que d'autres 9. Ils restèrent cette fois un temps infini. La pulsation verte du transformateur devint si brillante que Garde pouvait à peine garder les yeux ouverts. Il les ferma, et dans l'obscurité verdâtre de fond marin, derrière ses paupières, il crut entendre très loin le vieil homme qui criait. Puis l'énergie qui avait empli son cerveau le quitta. Voilà, gagné, c'était parti, comme ça. Gardner tituba en arrière, les écouteurs arrachés de son oreille tomba lourdement sur le sol. Son nez coulait toujours, et il avait imbibé son t-shirt de sang.
Combien de litres de sang y avait-il dans un corps humain? Et qu'était-il arrivé? Il n'avait lu ni transfert réussi, ni transfert manqué, ni même un grand Atomic Knocker tout noir va entrer dans votre vie. À quoi tout ça avait-il servi? Il se rendit compte avec un serrement de cœur qu'il ne le saurait jamais. Deux vers d'Elwyn Arlington Robinson lui vinrent à l'esprit. Alors on a continué à travailler, et on a attendu la lumière, et on est parti sans la viande, maudissant le pain. Pas de lumière, patron, pas de lumière. Si tu attends, ils te brûleront sur place, et il y a une clôture qui est même pas à moitié badigeonnée. Non, pas de lumière, juste un écran vide et bête. Il regarda le vieil homme et vit qu'il plongeait en avant, la tête basse, épuisé. Gardiner pleurait un peu, ses larmes se mêlaient à son sang. Une douleur diffuse rayonnait depuis la plaque de son crâne, mais cette sensation d'être gavé, près d'éclater, s'était dissipée, de même que son sentiment de puissance. Il découvrit qu'il regrettait ce dernier sentiment. Il aurait presque voulu qu'il revienne, quelles qu'en fussent les conséquences. « Continue, garde !»« Oui, oui, d'accord. » Il avait fait ce qu'il pouvait pour David Brown. Peut-être que quelque chose était arrivé, peut-être rien. Peut-être avait-il tué l'enfant, peut-être David Brown, qui avait probablement joué avec des figurines de la guerre des étoiles et souhaitait rencontrer E.T., comme Elliot dans le film, n'était-il plus maintenant qu'un nuage d'atomes dispersé quelque part dans les profondeurs de l'espace, entre Altaïr IV et la Terre? Il ne le saurait jamais, mais il avait atteint ce meuble et il s'y appuyait depuis assez longtemps, peut-être trop longtemps. Il savait qu'il était temps de se remettre en mouvement. Le vieil homme leva la tête. « Vieil homme, est-ce que tu sais ?»« S'il est sauvé ? Non, mais mon garçon, tu as fait de ton mieux, et je te remercie. Maintenant, s'il te plaît, mon garçon, s'il te plaît. » Elle s'estompait. La voix mentale du vieil homme s'estompait. « Je t'en prie, fais-moi sortir de ce... » le long d'un couloir, et... Regarde sur une de ces étagères, là, derrière. Gardiner devait faire un effort pour l'entendre. « S'il te plaît, oh, s'il te... » Un murmure lointain. La tête du vieil homme ballottait vers l'avant, son reste de fins cheveux blancs flottant dans le brouet vert. Les pattes de Peter bougeaient, comme en rêve, tandis qu'il chassait le lièvre dans son sommeil si léger, ou qu'il cherchait Bobby, sa chère Bobby. Garde sauta jusqu'aux étagères du fond. Elles étaient sombres, poussiéreuses, grasses, encombrées de vieux fusibles oubliés et d'une boîte à café Maxwell pleine d'écrous, de joints, de charnières et de clés, avec leurs serrures dont on avait oublié depuis longtemps de quelle porte elles venaient. Sur l'une de ces étagères, il vit un pistolet de l'espace transcosonique. Encore un jouet. Il portait un interrupteur sur le côté. Garde se dit que le gosse qui l'avait reçu en cadeau d'anniversaire devait utiliser ce bouton pour faire ululer le pistolet sur différentes fréquences. Mais maintenant, à quoi servait-il, cet interrupteur? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, se dit péniblement Gardiner. Tous ces foutus jouets sont devenus une seule et même chirie. Chirie ou pas, il glissa l'arme dans sa ceinture et sautilla de nouveau jusqu'à l'autre bout du hangar. De la porte, il regarda une dernière fois le vieil homme. « Merci, mon vieux. » Lointain, lointain, de plus en plus lointain, frottement de feuilles sèches. « Sors de là, mon garçon !»« Oui, à toi et à Peter, tous les deux. Et comment ?» Il sauta à l'extérieur et regarda autour de lui. Personne d'autre n'était encore arrivé. C'était une bonne chose, mais sa chance ne pouvait plus durer bien longtemps. Ils étaient là, son cerveau touchait les leurs, comme ces couples qui valsent ensemble avec précaution parce qu'ils ne se connaissent pas. Il les sentit liés en réseau, en une seule et même conscience. Il ne l'entendait pas, ne le sentait pas, ou Dieu sait quoi. Le fait d'utiliser leur transformateur, ou simplement d'être dans le hangar, avait coupé son cerveau des leurs. Mais il ne tarderait pas à savoir que lui qui était boiteux et sautait à l'aveuglette avait tenté un comeback, comme en son temps Elvis, gras et titubant. Le soleil brillait de tous ses feux, l'air était étouffant, imprégné d'odeurs de brûlé, la maison de Bobby flambait comme un fagot de petits bois dans une cheminée. Au moment où il la regarda, la moitié du toit s'effondra. Des étincelles, presque incolores dans l'intense lumière du jour, montèrent vers le ciel pour se déployer en plumets. Dick, Newt et les autres n'avaient pas décelé beaucoup de fumée parce que le feu était très chaud et incolore. La fumée qu'ils avaient vue venait essentiellement des véhicules qui brûlaient dans la cour. Garde resta un instant perché sur sa jambe valide dans l'embrasure de la porte du hangar, puis s'approcha du séchoir à linge. Il était à mi-chemin quand il s'étala dans la poussière. En tombant, il pensa au pistolet de l'espace qu'il avait glissé dans sa ceinture. Un jouet d'enfant. Il n'y a pas de sécurité sur un jouet d'enfant.
Si la détente était pressée, une partie essentielle de Gardner pourrait se trouver cruellement réduite. Le régime amaigrissant Tommy Knocker. Il sortit le pistolet de sa ceinture et le tint à bout de bras comme une mine prête à éclater. Il rampa jusqu'au séchoir, s'aidant de ses mains et de ses genoux, puis se redressa. À une quinzaine de mètres de là, l'autre moitié du toit de Bobby s'effondra. Des étincelles brûlantes tourbillonnèrent vers le jardin et les bois environnants. Garde se tourna vers le hangar et pensa de nouveau, aussi fort qu'il le put. « Merci, mon ami. » Il crut entendre une réponse épuisée et faible. Gardner pointa le jouet sur le hangar et appuya sur la détente. Un rayon vert, pas plus épais qu'une mine de crayon, jaillit du canon. Il y eut un grésillement de lard grillant dans une poêle. Pendant un instant, le rayon vert gicla sur la façade du hangar, comme de l'eau sortant d'un tuyau, puis les planches s'enflammèrent. Encore du travail d'incendiaire. Smokey, l'ours, le petit protecteur des forêts, serait très en colère contre moi. Il entreprit de sautiller jusqu'à l'arrière de la maison, pistolet de l'espace en main. La sueur se mêlait à des larmes de sang sur ses joues. Winston Churchill, lui, il m'aurait bien aimé, se dit-il en éclatant de rire. Il vit le Tomcat, et sa bouche s'agrandit en un autre large bâillement. Il lui passa par la tête que Bobby lui avait peut-être sauvé la vie sans même le savoir. En fait, c'était plus que possible, c'était vraisemblable. Le Valium l'avait sans doute protégé des effets de la puissance inimaginable que recelait le transformateur. Et c'était peut-être le Valium qui, dans la maison en flammes, quelque chose, un des gadgets de Bobby, et explosa avec un bruit d'obus. Garde se recroquevilla instinctivement. On aurait dit que la moitié de la maison décollait soudain. C'était la moitié la plus éloignée de Gardner, heureusement pour lui. Il regarda dans le ciel, et un second bâillement se transforma en une expression hébétée et stupide. Ainsi mourut l'Underwood de Bobby. La machine à écrire volante s'éleva, très haut, tournant et virevoltant dans le ciel. Garde continua sa route en sautillant. Il arriva au Tomcat. La clé était en place. Une bonne chose. Il avait eu assez de problèmes de clé pour le reste de sa vie, surtout pour le peu qu'il lui restait sans doute à vivre. Il se hissa sur le siège. Derrière lui, des véhicules approchaient et entraient dans la cour. Il ne se retourna pas pour regarder. Le Tomcat était garé trop près de la maison. S'il ne démarrait pas immédiatement, Garde allait cuire comme une pomme au four. Garde tourna la clé de contact. Le moteur du Tomcat ne fit aucun bruit, mais ça ne l'inquiéta pas. Il vibrait doucement. Il y eut une nouvelle explosion dans la maison. Des étincelles retombèrent et picotèrent la peau de Garde. D'autres véhicules arrivaient dans la cour. L'esprit des Tommy Knockers s'était tourné vers le hangar, et il pensait « Comme une pomme au four, cuit dans le hangar, mort dans le hangar, oui !» Bien, qu'il continue à penser ça. Le nouveau Tomcat amélioré ne les alerterait pas. Il était aussi silencieux qu'un ninja. Mais il fallait partir. Dans le jardin, les tournesols géants et les immenses épis de maïs aux grains immangeables grillaient déjà. Mais le sentier qui le traversait restait praticable. Hé, il est derrière la maison! Il est encore vivant! Gardner, consterné, regarda sur sa droite et vit Nancy Voss. Elle traversait le champ pierreux qui s'étendait entre la maison de Bobby et le mur de pierre délimitant la propriété des Heard. Nancy Voss chevauchait un vélo-cross Yamaha. Ses nattes volaient derrière elle. On aurait dit une harpie, bien qu'elle eût encore l'air d'une sœur de charité à côté de Sorette, se dit Garde. Hé, là, ici, derrière la maison! Salope, pensa Gardner en levant le pistolet de l'espace. 20 ou 30 d'entre eux entrèrent dans la cour. Hadley et Kyle en étaient, ainsi que Frank Spruce, les Golden, Rosalie Skehan et Pop Cooder. Newt et Dick restaient à l'arrière sur la route pour veiller au bon ordre de l'opération. Tous se tournèrent vers « Ici, derrière la maison! Vivant! Ce fils de pute est encore... » Nancy Voss qui criait. Ils la virent tous chargée à travers le champ sur son vélo-cross, dont la suspension la faisait rebondir avec l'air d'un jockey lançant son cheval au grand galop. Ils virent tous le rayon vert surgir de derrière la maison en flammes et envelopper Nancy Voss. Aucun d'eux ne vit le séchoir à linge qui se remettait à tourner. Tout un côté du hangar était en flammes. Une partie du toit s'effondra. Des étincelles tourbillonnèrent en une grosse spirale. L'une d'elles atterrit sur une pile de chiffons graisseux qui s'épanouirent en rose de feu. La délivrance, songeait Eve Hillman. La dernière chose, la dernière. Le transformateur se remit une dernière fois à luire d'un vert brillant et cyclique, faisant concurrence au feu. Dick Allison entendit le grincement du séchoir. Son esprit s'emplit d'un cri de rage furieux et sauvage quand il comprit que Gardner était toujours vivant.
Tout se passa vite, très vite. Nancy Voss n'était plus qu'une poupée de chiffon en flammes dans le champ à droite de la maison de Bobby. Son Yamaha continua de rouler sur 20 mètres, heurta un rocher et se retourna en un saut périlleux arrière. Dick vit les carcasses brûlées des camions de Bobby et de Moss, ainsi que de l'automobile des Bosman, et c'est alors seulement qu'il aperçut le séchoir. « Éloignez-vous de ce truc! Éloignez-vous !» Mais c'était impossible. Dick était sorti du réseau et il ne pouvait surmonter les deux pensées qui battaient comme un rythme primitif d'orchestre de rock. « Encore vivant, derrière la maison! Encore vivant, derrière la maison !» D'autres personnes arrivaient. Elles traversaient la cour comme un fleuve, ignorant la maison en flammes, le hangar en flammes, les véhicules noircis. « Mais non, connard, cinglé, arrêtez !» Fasciné, Newt regardait le feu infernal de la maison, ignorant le séchoir qui tournait de plus en plus vite, et à ce moment, Dick aurait bien aimé le tuer. Mais il avait encore besoin de lui, et il se contenta de le pousser brutalement au sol et de tomber sur lui. Un instant plus tard, le parasol vert déploya de nouveau sa toile délicate sur la cour. Garde entendit les cris, une multitude de cris cette fois, et s'en protégea du mieux qu'il put. Ça n'avait pas d'importance, rien ne comptait sauf courir vers le terminus. Inutile d'essayer de faire voler le Tomcat. Il passa la première et s'enfonça dans le jardin monstrueux et inutile de Bobby. Arriva un moment où il crut qu'il ne pourrait le traverser. Dans les herbes et les plantes gigantesques, le feu avait pris beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Une chaleur incroyable le cuisait littéralement. Ses poumons n'allaient pas tarder à bouillir. Il entendit des chocs sourds, comme de gros nœuds de pain explosant dans une cheminée, regarda et vit des citrouilles et des courges qui explosaient effectivement comme des nœuds de pain dans une cheminée. Le volant brûlant du Tomcat couvrait ses paumes de cloque. Il avait trop chaud à la tête. Il leva une main. Ses cheveux étaient en feu. Tout l'intérieur du hangar était maintenant en flammes. Au milieu, l'intensité du transformateur croissait et décroissait, croissait et décroissait, comme l'œil d'un chat au centre de l'enfer. Peter reposait sur le flanc, les pattes enfin immobiles. Eve Hillman, épuisée, se concentrait sur le transformateur qu'il ne quittait pas du regard. Le liquide où il baignait devenait très, très chaud. Pas de problème, il ne ressentait pas de douleur physique. L'isolant du câble principal qui le reliait au transformateur commençait à fondre, mais le branchement tenait bon. Pour le moment, dans le hangar en feu, il tenait bon, et Eve Hillman se disait « La dernière chose, donne-lui une chance de s'échapper, la dernière chose. »« Dernière chose » afficha l'écran. « Dernière chose, dernière chose, dernière chose. » Puis il se couvrit de neuf. La cour de Bobby Anderson était une véritable vision d'apocalypse. Dick et Newt regardaient, fascinés, presque incrédules. Comme dans les bois, le jour où étaient arrivés le vieil homme et le flic, Dick se surprit à se demander comment les choses avaient pu si mal tourner. Tous deux, de même que ceux qui n'étaient pas encore arrivés, se trouvaient à l'extérieur du périmètre mortel du parasol, mais pourtant Dick ne se relevait pas. Il n'était pas sûr de pouvoir. Des gens brûlaient dans la cour, comme des corbeaux desséchés. Certains couraient, battant des bras et croassant tant avec leur voix qu'avec leur esprit. Quelques-uns, les plus chanceux, réussissaient à reculer à temps. Frank Spruce passa lentement près de l'endroit où Dick et Newt étaient allongés, la moitié de son visage brûlé de telle sorte que sa demi-mâchoire s'ouvrait en un demi-sourire. Il y eut des explosions et des jets de flammes quand les armes que certains portaient fondirent et s'autodétruisirent. Dick rencontra le regard de Newt. « Envoie-les faire le tour, pour le prendre à revers. »« Oui, d'accord, mais, ô Seigneur, il doit bien y avoir 20 d'entre eux qui brûlent. Arrête de geindre, nom de Dieu !» Newt eut un mouvement de recul, les lèvres tendues sur une grimace édentée. Dick l'ignora. Le réseau de cerveau s'étant éparpillé, il pouvait maintenant se faire entendre. « Allez, fais le tour, attrape-le. Prenez l'ivrogne à revers, faites le tour. » Ils se mirent en mouvement, lentement au début, promenant des visages stupéfaits, puis plus vite. L'écran de l'ordinateur implosa. Il y eut une série de détonations, comme une quinte de toux, comme un géant qui racle d'éclairs au fond de sa gorge, et un épais liquide vert s'échappa de la cabine de douche qui gardait Eve Hillman prisonnier. La gelée verte, au contact du feu, s'écroula en une rigole mortelle. Eve, enfin mort, Dieu merci, glissa hors de sa cabine comme un poisson tombe d'un aquarium brisé. Un instant plus tard, Peter suivit. Anne Anderson vint en dernier, ses doigts morts encore crispés en forme de cerf. Le parasol de feu s'éteignit. On n'entendait plus que les cris des mourants et la voix insistante de Dick.
C'était l'enfer, ce jour d'été. La cour de Bobby n'était plus qu'une mare de déchets calcinés où surnageaient des îlots de feu, mais les Tommy Knockers finissaient toujours par déchaîner le feu, et ils s'y habituaient vite. Newt joignit sa voix à celle de Dick. Kyle était mort, Hadley salement brûlé. Néanmoins, Hadley associa au leur sa propre voix, mortellement blessée. « Attrapez-le avant qu'il n'arrive au vaisseau. Il est encore vivant. Attrapez-le avant qu'il n'arrive au vaisseau. » Les Tommy Knockers avaient été éprouvés. Une quinzaine d'entre eux frits en un clin d'œil dans la cour de Bobby, ce n'était pas très important. Mais Bobby était morte, Kyle était mort, Hadley allait bientôt mourir, le transformateur avait été détruit juste au moment où ils en avaient le plus besoin pour boucler les frontières de la commune. Et Gardener était toujours vivant. Incroyable, Gardener était toujours vivant. Pire encore, le vent fraîchissait. « Attrapez-le! Attrapez-le! Vite !» Les Tommy Knockers étaient sur le réseau. Ils arrivaient à travers champs, ils arrivaient vers le feu qui s'étendait. Dick Allison se tourna vers le village, et le réseau pivota avec lui comme l'antenne d'un radar. Il sentit la stupéfaction qui paralysait Hazel, maintenant qu'elle comprenait la tournure que prenaient les événements. Le réseau, ne s'en occupa pas. « Tout ce qui est dans le coin, Hazel, lance-le à ses trousses !» Dick se tourna vers Newt. « C'était pas la peine de me pousser si fort, » ronchonna Newt en essuyant les gouttes de sang qui perlaient sur son menton. « Oh, va te faire foutre !» répondit Dick d'une voix ferme. « Allons attraper ce fils de pute !» Le séchoir, maintenant mort, avait déclenché un incendie qui s'étendait en éventail, un éventail embrasé. À son point d'origine, la maison de Bobby, ossature noire sur fond de colonnes de feu rouge. Puis l'éventail s'épanouissait à travers le jardin à la croissance presque obscène, où les plantes mutilées faisaient virer le feu au vert. Gardener, couronné de cheveux en feu, filait entre les flammes. Son t-shirt fumait. Une de ses manches finit par prendre feu. Il étouffa les flammes en les frappant de la paume. Il avait envie de crier, mais il était trop fatigué, trop étourdi. « Je suis au bout du rouleau, songea-t-il, et je ne peux m'en prendre qu'à moi. » Il atteignit l'extrémité du jardin. Le Tomcat entama une petite descente vers les bois. Les buissons épineux qui bordaient le chemin brûlaient, et les flammes s'étendaient déjà dans les bois du Grand Ijun. Garde ne s'en préoccupa pas. Il ne cessait de chasser de son esprit l'idée qu'il allait rôtir. Ses cheveux dégageaient une odeur horrible, comme de la nourriture brûlée par un enfant. Une flamèche verte grésilla sur son épaule droite au moment où le Tomcat pénétrait dans les bois. Garde tourna vers la gauche et se pencha. Il regarda derrière lui. Hank Buck arrivait, brandissant son propre pistolet Zap. Hank était venu à la ferme à moto, était tombé dans le champ où Nancy Voss avait fini ses jours, s'était relevé et avait repris sa course. Gardener se retourna, braqua le pistolet de l'espace à bout de bras et saisit son poignet droit de sa main gauche. Il pressa la détente. Le rayon jaillit, et, plus par chance que par adresse, il atteignit Hank en pleine poitrine, du côté gauche. Il y eut un grésillement. La mort verte inonda le visage de Hank, et il tomba. Gardener regarda de nouveau devant lui, et vit que le Tomcat fonçait à 8 km à l'heure, droit sur un arbre en feu. Tournant le volant de ses deux mains brûlées, il évita de peu une collision frontale. Un des gros pneus du Tomcat frotta le tronc, et pendant un moment, Gardener dut écarter des brindilles embrasées et odorantes, comme s'il se frayait un chemin à travers des rideaux en feu. Le petit tracteur tangua, d'un air malade, octa, puis se stabilisa de nouveau. Gardener poussa le levier du changement de vitesse et ne le lâcha pas tout le temps où le Tomcat progressa à travers les bois. Ils arrivaient, les Tommy Knockers arrivaient. Ils arrivaient le long des ailes déployées de l'effrayant éventail. Et Dick Allison commença de ressentir une sorte de furieux désespoir, parce qu'il n'allait pas l'attraper. Gardener avait pu emprunter le sentier, et ça faisait toute la différence. 3 minutes plus tard, peut-être même une seule, et Gardener aurait vraiment rôti. 4 des Tommy Knockers, dont Eileen Greenshaw et le révérend Gunringer, tentèrent de le suivre et furent brûlés vifs. 2 des gigantesques plants de maïs s'écrasèrent sur Madame Crenshaw, qui cria et lâcha le volant du buggy. Celui-ci dévia sa course et s'enfonça instantanément dans le jardin en flammes. Ses pneus explosèrent comme des bombes. À peine quelques secondes plus tard, le feu barrait le chemin. Dick sentit la frustration s'insinuer jusqu'à la moelle de ses os, et plus profondément encore. Il était déjà arrivé que l'évolution se trouve interrompue et étouffée. Pas souvent, mais pourtant c'était arrivé. Mais toujours à cause d'un phénomène naturel.
Comme il arrive que toute une génération de larves de moustiques, se développant dans une mare stagnante, soit tuée par la foudre lors d'un orage d'été. Cette fois, il n'y avait pourtant pas eu d'orage, pas de catastrophe naturelle. Il y avait eu un homme qu'ils avaient tous considéré avec cette sorte de mépris circonspect que l'on réserve ordinairement à un chien stupide qui risque de mordre. Cet homme seul avait roulé Bobby et l'avait tué, et il refusait de mourir, quoi qu'il fisse. Nous ne nous laisserons pas arrêter par un homme seul, rugit Dick dans sa tête. Non, nous ne le laisserons pas faire. Mais existait-il vraiment un moyen de l'en empêcher? Le front du feu avançait maintenant trop vite pour qu'il le rattrape. Garde avait réussi à filer entre deux murs de feu, mais il serait le seul. Hank Buck avait une arme, mais ce fils de pute avait réussi à le tuer. Dick atteignait le summum de la fureur. Newt ressentit cette sorte d'extase qui gagnait Dick et garda ses distances. Dick pesait 10 kilos de plus que lui, et il avait 10 ans de moins. Mais au centre de cette rage grossissait la terreur, comme une crème rance fourrant un vieux chocolat empoisonné. Les Tommy Knockers, comme Bobby l'avait dit à Gardner, étaient de grands voyageurs interstellaires. C'était vrai. Mais jamais, où que ce soit, ils n'avaient rencontré quiconque ressemblant à cet homme, qui continuait d'avancer avec une jambe déchirée par une balle de 45, après avoir perdu tant de sang, après une véritable indigestion de drogue qui aurait dû le plonger dans l'inconscience en moins d'un quart d'heure, même s'il en avait beaucoup vomi. Impossible, mais vrai. Le feu, censé empêcher Gardner d'approcher du vaisseau, était paradoxalement devenu son bouclier de protection. Il ne leur restait plus que les automates, leurs gadgets de la dernière chance. Oh, ils l'auront, murmura Dick. Newt et lui étaient perchés sur un monticule, à droite de la maison, comme deux généraux, et ils regardaient les gens affluer vers les bois, mais en deux fils obliques qui les rendaient furieux. Dick ouvrit les mains, les referma avec un claquement, les ouvrit, les referma. Son sang vert battait dans son cou. Ils l'auront, ils l'arrêteront, il n'arrivera pas au vaisseau, non, il n'y arrivera pas. Newt Beringer observait un silence prudent.